Bonjour mes lions, bienvenue dans cette revue hebdomadaire des marchés. Cette vidéo s'annonce un peu plus longue que d'habitude. Je n'arriverai pas à traiter tous les sujets en 10 minutes. Je vous invite donc à prendre un petit thé, un petit café et on est parti. Je voulais tout d'abord vous remercier pour la vidéo de mercredi sur mes prédictions pour le bull run de 2025 qui a reçu un franc succès. Elle affiche en 3 jours déjà le plus de vues de ma chaîne. Nous avons également passé la barre des 200 lions. Bienvenue au nouveau. On plonge à présent dans le vif du sujet. Dans la revue de dimanche dernier, je vous parlais des résultats d'entreprise avec notamment les GAFAM. En résumé, nous avons eu de bons résultats de la part d'Alphabet, Google et de la part d'Apple et Amazon. Cependant, mercredi, Microsoft et Meta Facebook ont déçu et je vous en avais parlé dans la revue quotidienne du 31 octobre et je vous avais fait un post également. Allons voir sur les graphiques qu'est-ce que cela a donné. Donc sur Microsoft, effectivement, nous avons eu un gap baissier à l'ouverture de ce jour-là, ici. Mais si vous dézoomez, vous vous rendrez vite compte que nous sommes dans une tendance haussière assez incroyable. J'ai vu beaucoup d'investisseurs sauter sur l'occasion à l'achat sur cette action. Si sur le principe, j'apprécie l'idée d'acheter la peur, il faut parfois savoir être un peu patient, étant donné que nous ne sommes pas du tout sur une zone de support pour l'instant. La zone de support suivante se situe selon moi autour des 390-380 $. Vous aurez un support majeur ensuite autour des 350 $. Pour Microsoft, en résistance, vous aurez évidemment le gap ici à combler, la trendline baissière et également une petite résistance ici dans la continuité du gap. Toutes ces résistances au même endroit me poussent à m'attendre à une chute jusqu'au prochain support. Pourquoi pas le second même pour Microsoft. Pour Meta, nous sommes bien plus haussiers et si les investisseurs se sont précipités à l'achat, j'ai envie de dire que ce n'est pas si mal puisqu'il s'agit du bas du range, mais nous sommes également loin du support suivant qui se trouve entre les 540 et les 530 $. C'est donc intéressant de toujours regarder ces graphiques avant de sauter sur le bouton achat. Il faut apprendre à se dissocier de ses émotions sur les graphiques. L'indice du Nasdaq par contre qui n'a pas du tout apprécié les mauvais résultats de ces deux GAFAM avec une chute sur la semaine de 1,8%. Cependant, vous l'aurez peut-être repéré vous aussi, nous avons ici un pattern haussier avec un petit W. Certains pourront même dire qu'il s'agit d'une tasse à vacances, mais peu importe, les deux figures nous donnent exactement la même cible, à savoir la zone des 23 000 points, ce qui nous ferait donc une hausse sur cet indice de près de 14%. Il s'agirait donc d'une continuation de la tendance haussière, tout simplement. Un indice du Nasdaq qui patine depuis le mois de juillet. Nous n'avons pas refait de nouveau plus haut depuis exactement le 11 juillet. Contrairement au SP500 qui lui ne s'est pas arrêté depuis cette période-là. Le haut correspondant à celui du Nasdaq est ici. Nous avons fait encore des nouveaux sommets. Une nouvelle intéressante maintenant qui est passée un petit peu inaperçue est le fait que Nvidia va être ajouté à l'indice du Dow Jones. Pour ceux qui l'ignorent, le Dow Jones est un indice qui répercute l'industrie américaine avec 30 entreprises qui le composent. Vous y trouverez notamment Microsoft, Home Depot, Visa, Apple, Boeing, American Express, McDonald's, Walmart, Nike, 3M et donc Intel qui va être remplacé par Nvidia. Pour ceux qui se demandent pourquoi un tel remplacement, eh bien je vous invite à regarder le graphique tout simplement. Nous sommes ici en vue hebdomadaire avec un Nvidia parabolique. Nous sommes ici en vue hebdomadaire sur Intel qui n'a toujours pas cassé son sommet de la période des dot-com. Est-ce que ce graphique ne vous fait pas penser à celui de Nvidia également? Intel a connu son heure de gloire il y a maintenant 25 ans, mais n'a pas su faire face aux nouveaux challenges ces 20 dernières années, notamment avec une performance depuis le Covid assez catastrophique. Si nous prenons le plus haut de 2021, nous sommes actuellement à moins 66%, ce qui est vraiment catastrophique. Pourtant, je vois beaucoup d'investisseurs plébisciter cette action comme étant une valeur sûre. Vous savez exactement ce que j'en pense. Le graphique est roi. Nous avons cependant toujours un support qui peut faire barrage, mais il est vraiment encore assez bas. Il se trouve sur la zone des 15 $ et rien n'empêche le prix de le casser tant la tendance est baissière actuellement. Intel, en quittant le Dow Jones, se
Cela va évidemment transférer des liquidités vers Nvidia, ce qui pourrait évidemment pousser l'action à casser ce support, qui contrairement à Nvidia, qui a également le même pattern haussier que sur le Nasdaq, à savoir un W ici, qui nous donne un objectif sur les 170-172 $, soit une hausse de 26%. Nous avons donc là un bel exemple qu'il faut absolument regarder les graphiques lorsqu'on fait un investissement long terme. Les personnes qui ont acheté Intel en août 2000 savent très bien de quoi je parle. Parlons maintenant des news économiques que nous avons eues cette semaine, avec notamment un secteur de l'emploi qui a été très observé avec le rapport JOLTS, la création d'emplois non agricoles ADP, le salaire horaire moyen, les créations d'emplois dans le secteur non agricole et le taux de chômage. Les faits marquants ont été les créations d'emplois dans le secteur non agricole qui sont sortis bien en dessous des 106 000 attendus. Nous avons eu uniquement 12 000 emplois créés pour le mois d'octobre, un taux de chômage qui est resté inchangé comme attendu. Nous avons eu ensuite un PIB trimestriel à 2,8 au lieu des 3 attendus. Cela indique donc une baisse de la croissance pour les États-Unis, facteur déterminant pour la Fed et sa politique monétaire. Autre facteur très observé par la Fed est l'inflation qui est un peu plus élevée qu'attendu avec 2,7 au lieu des 2,6. À noter cependant qu'il ne s'agit pas vraiment d'une augmentation, elle n'a simplement pas baissé comme attendu, ce qui nuance un petit peu cette news. J'aimerais vraiment vous rendre attentif à quelque chose qui m'a vraiment paru intéressant, avec notamment cette très mauvaise news sur les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Nous avons quand même quasiment 10 fois moins d'emplois qui ont été créés. C'est absolument énorme. Et quelles ont été les réponses à cela? Des chiffres à prendre avec une extrême précaution, car peu significatifs dans un contexte exceptionnel lié à la grève chez Boeing et au passage d'ouragan. C'est également ce que j'ai pu voir sur Bloomberg TV en direct. Juste après la news, il y avait déjà des analystes qui disaient que finalement ce n'était pas une news très négative étant donné le passage des ouragans. Cela me laisse à penser que le sentiment est vraiment bullish sur les marchés. Les investisseurs et les acteurs de marché n'ont pas envie de descendre. Ils ont plutôt envie d'aller voir des nouveaux sommets, des nouvelles économiques qui ont donc poussé le consensus à une quasi-unanimité. Nous sommes à 98,9% du consensus qui s'attend à une baisse des taux de la Fed pour le 7 novembre, donc jeudi prochain. Donc une baisse des taux de 0,25 points. Et oui, cela m'amène évidemment à vous parler de la semaine historique qui nous attend, avec mardi l'élection présidentielle américaine qui se déroule. Nous aurons des news qui normalement sont plutôt importantes. Avoir leur impact durant une telle journée, je pense qu'il sera beaucoup plus atténué que d'habitude, avec les PMI des services et les PMI non manufacturiers de l'ISM. Le deuxième gros rendez-vous de la semaine sera la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, avec, vous le voyez, la baisse de 0,25 points dont je vous parlais, qui est attendue par le consensus, mais surtout la conférence de presse du FOMC qui suivra juste après. Comme pour les résultats d'entreprise, vous voyez bien que même si les résultats sont bons, ce qui compte souvent, c'est les conférences de presse, les communiqués avec les perspectives pour la suite, puisque le marché a déjà pricé cette baisse. Maintenant, ce qu'il veut savoir, c'est la suite. Nous avons donc une élection américaine qui donne pour l'instant favori Donald Trump sur Polymarket. Polymarket qui n'est vraiment pas si représentatif que ça. Partez du principe que les sondages sont à peu près équivalents et l'élection s'annonce plutôt serrée, ce qui cause évidemment du FOD, donc de la peur, incertitude et du doute, vraiment quelque chose que les marchés n'apprécient pas vraiment. Et donc c'est en toute logique que le VIX a progressé cette semaine. Il s'est une nouvelle fois heurté à ma résistance des 23 points, mais je vous parlais de la tasse avec Hans que nous avions ici et qui nous donnait une target sur les 31-32 points. Je vous en parlais la semaine dernière. Même si un VIX risque d'augmenter et même si nous avons une certaine peur et un certain FOD, il est important de garder à l'esprit qu'un président américain n'a pas les pleins pouvoirs. Il ne gouverne en réalité qu'une branche du gouvernement. Nous avons donc la partie législative qui est gouvernée
gouverné par le Sénat et la Chambre des représentants. Nous avons le pouvoir judiciaire qui est gouverné par la Cour suprême et les autres cours fédérales. Le président dirige le gouvernement exécutif, aidé du vice-président et du cabinet. Tout cela pour dire qu'en réalité, peu importe à mes yeux qui va gagner cette élection, le marché n'aime tout simplement pas l'incertitude, le fait de ne pas savoir qui sera élu. Une fois qu'il y aura un élu, peu importe lequel, finalement, je pense que nous repartirons dans les deux cas dans la même direction, à savoir le nord à mes yeux, ce qui n'empêche évidemment pas un petit retracement juste après l'élection. Nous avons ici un beau support sur la capitalisation totale des crypto-monnaies. Il s'agit du support du début de la zone de latéralisation, un support qui a bien fonctionné de mars à juin. J'ai remarqué qu'il est à nouveau pertinent dans cette deuxième partie de latéralisation, dans la partie haussière également. Pareil sur le Total 3, avec ici, vous le voyez, un nouvel appui début octobre sur ce support qui avait très bien fonctionné de mars à juin également. Ne jamais oublier que le marché a une mémoire et s'il rebondit ici, c'est évidemment en raison d'une trendline, mais également en raison d'un support antérieur. Un Total 3 qui est en train de casser sa trendline haussière. Pourquoi pas pour venir justement rebondir sur ce support ou la trendline ou le support antérieur. Nous avons ici de toute façon une très belle zone de support qui va des 560 milliards aux 525 milliards. Le Bitcoin également, je vous ai mis en évidence le même support pour la période de mars à juin. Comme vous pouvez le voir, il avait très bien fonctionné. Il a à nouveau bien fonctionné, notamment pour le rebond du 10 octobre. Ici, je vous avais partagé hier mes supports pour le Bitcoin, à savoir le support des 70 000 $, ma trendline baissière qui n'est autre que le haut du canal baissier des 7 mois, et ici la zone des 64-65 000 $ qui est la trendline haussière avec le gros support dont j'ai beaucoup parlé déjà. Nous avons donc touché le support 2 pour l'instant. Ici, il nous reste encore le support dont je vous ai parlé ici, mais si nous avons évidemment une élection américaine qui se passe plutôt mal, imaginons avec des histoires de tricherie comme on a déjà pu en voir certaines circuler sur les réseaux, je m'attendrai donc à un retour sur ce fameux support du début de la zone de latéralisation, un beau support qui serait en réalité les 60 000 $, et pourquoi pas venir liquider un petit peu sous ce plus bas sur les 58 000 $. Nous aurions alors un magnifique piège pour les vendeurs. Si nous rebondissions ici, beaucoup de vendeurs tenteraient alors de vendre à nouveau le haut du canal baissier pour tenter un trade comme ça, avec évidemment, comme tous les ours, des nouveaux plus bas. Ce serait alors parfait pour gagner de la liquidité en piégeant tous ces ours et en cassant enfin la TH. Vous l'aurez donc compris, je suis bullish, mais un mouvement de retracement plus ou moins marqué serait le scénario idéal selon moi. Évidemment, si le Bitcoin repart à la hausse à partir d'ici, personne ne se plaindra, mais selon moi, l'incertitude de la semaine prochaine aura un impact sur le cours du Bitcoin. Il vaut mieux donc s'y préparer tant sur vos graphiques que psychologiquement, surtout que nous avons une dominance du Bitcoin qui continue à s'envoler avec les 60,4% qui ont été touchés. J'aimerais à présent qu'on parle du prince des crypto-monnaies, l'Ethereum, qui est beaucoup trop insulté sur les réseaux sociaux. Remettons les choses au clair. Nous sommes tout simplement dans une zone de latéralisation depuis le 5 août. Le point bas que je vous ai signalé ici en jaune. Ici, il s'agit du milieu du range. Nous sommes donc en train de travailler fortement cette zone du milieu du range. On peut le voir également que nous sommes en train de faire des mouvements de plus en plus petits. Il s'agit donc d'une compression. Et si nous dézoomons le graphique, il est important de se rendre compte que nous sommes dans une zone d'accumulation assez exceptionnelle. Je vous invite à regarder la vidéo dont je parlais au début, la vidéo sur mes prédictions et mon analyse pour 2025. Vous aurez mon avis sur la question. Je m'attends évidemment à un marché haussier pour Ethereum, un marché haussier historique d'un point de vue de sa corrélation face au Bitcoin. Vous le savez, nous avons cassé récemment le canal baissier de l'Ethereum face au Bitcoin, un canal baissier dont je parle régulièrement et qui dure maintenant depuis
2 ans. Mais il est important maintenant de dézoomer et de vous rendre compte que la borne haute de ce canal baissier est en réalité une trendline que je vous ai partagée déjà il y a quelques semaines, peut-être même quelques mois. Une trendline qui part de 2017 et qui n'a absolument jamais été cassée depuis. Sauf que si vous avez fait vos calculs justement suite à ma vidéo de mercredi, vous l'aurez compris, je m'attends à une cassure de cette trendline baissière. Une cassure donc qui sera historique. Et si nous faisons les calculs de mes prédictions dans la vidéo de mercredi, cela devrait nous amener un Ethereum face au Bitcoin autour de cette résistance majeure que je vous ai mis en évidence ici, autour donc des 0,08 Ethereum pour un Bitcoin. Ce serait absolument cohérent selon moi, et pourquoi pas même casser cette résistance et aller tester celle d'après. Nous sommes donc évidemment selon moi dans une zone historiquement basse. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de la zone qui a précédé le bull run de 2021. L'Ethereum n'a cessé de perdre du terrain face au Bitcoin depuis 2 ans, depuis donc le bear market. C'est un excès selon moi et cela va être violemment compensé dans les mois à venir. Je vous invite à regarder la vidéo de mercredi pour en savoir plus. Nous aurons donc une semaine incroyablement chargée d'un point de vue historique et surtout macroéconomique. Je vous invite à être extrêmement prudent. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est assez simple. Lorsqu'on trade dans des périodes difficiles, il s'agira donc de travailler vos tailles de stop loss. Pourquoi pas les rendre un peu plus grands, mais surtout réduire votre exposition et votre sizing, c'est-à-dire votre levier. En effet, si le VIX part à la hausse comme je m'y attends, la volatilité sera vraiment augmentée. Je compte donc sur vous pour faire preuve de sérieux avec votre argent et vos investissements. Merci pour votre attention mes lions. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous servira pour la semaine à venir. Lâchez un petit like, un petit commentaire et pensez à vous abonner. On se retrouve évidemment sur Twitter au quotidien pour plus de partage et d'analyse. Je vous laisse en musique et avec le trade de la semaine. Soyez prudents sur les marchés mes lions. Ciao ciao.